What is up, family? We have another Patreon request. We got Lynx the Sun, who, if I'm reading that correctly, gave The Green Mile 50 out of 50. And I couldn't agree more. This is probably one of the top 10 greatest movies I've ever seen. Seriously, The Green Mile was amazing. Oh yeah, that's right. He copyrights this for some reason. I don't have any choice. En commençant les 50-50, j'avais un objectif précis. Revaloriser l'esprit critique. Et, accessoirement, aiguiser le mien. Prouver qu'avec un peu de recul, on peut trouver du bon et du mauvais en chaque chose. Pour le premier numéro, je vous ai demandé de me suggérer des films moyens, simplement pour planter le décor de l'émission. Mais pour ce numéro, je vous ai demandé de me suggérer des films excellents, des films parfaits. Mais les films parfaits, ça n'existe pas, parce que c'est subjectif. Je sais. Quand je dis parfait, je veux dire ce que tout le monde comprend, c'est-à-dire excellent au point qu'en relever des défauts pertinents serait très difficile. Vous m'avez donc suggéré plusieurs films, et plus le temps passait, plus je voyais que 5 noms revenaient légèrement plus souvent que les autres. J'ai donc demandé son avis à un expert. Trop, une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est pas beau. Merci. Charmant. Donc la ligne verte. Souvenir lointain d'un après-midi où j'ai découvert ce film. J'ai appris plus tard, avec étonnement, que c'était une adaptation d'un livre de Stephen King, que j'ai lu pour les besoins de cette vidéo. Et j'ai donc repleuré comme une marmotte, comme le jour où j'ai vu le film pour la première fois. Sérieusement, ce film a hanté mon esprit pendant des semaines. Mais heureusement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On l'a refait. Bon, attends, on peut faire une pause café si tu veux. Ouais, moi je veux bien un café. Tout commence en 1996. On découvre un vieil homme qui se réveille d'un cauchemar, qui aime faire des balades avec des toasts et qui pleure devant Top Hat avec Fred Astaire. Ha! Le faible, il pleure devant un film. Ce qui permet à son ami de lui demander s'il n'a pas une histoire à raconter, et ça tombe vachement bien, son automne 45 est assez intéressant. C'est cette année-là que j'ai eu l'infection urinaire la plus carabinée que j'ai jamais eue. C'est aussi l'année de John Cash et de deux fillettes assassinées. Là, dans la tête d'Hélène, ça doit être vachement clair. Pipi, café, fillette, je te suis. Je plaisante, mais ça, c'est une exposition réussie. Elle ne te spoile pas, elle t'attrape. Grosse infection urinaire, ça te surprend. John Café, juste un nom, ça t'intrigue. Deux fillettes assassinées. Now you have my attention. Mine de rien, c'est vachement plus adroit que d'autres films, y compris d'autres adaptations de Stephen King. Tu me passes le journal? Petit frère. De 3 ans, mon cadet. Tu veux toujours lire le journal depuis que maman est morte dans un accident de luge en percutant un ours. Oui, mais je te rappelle que c'est pour ça que je vais voir mon psychologue, Roger Montbalec, qui habite juste en face de la coiffeuse dont tu es amoureux depuis que tu as 15 ans. Sandrine Postérieure, interprétée par Jean Pistoufil. Je sais, tous les mercredis midi. Mais il vaut mieux ça qu'être comme papa. Thierry Baluchon, qui a décroché son bac à 17 ans avec mention bien et s'est ensuite dirigé vers des études dans le journalisme où il rencontra Natacha Touillamois, séductrice quadragénaire et mystérieuse qui est en fait ta véritable mère. Mais ça, tu l'ignores. Je l'ignore en effet. C'est dingue la vie. Nous replongeons donc en 1935 où une voiture arrive au bloc E. On n'a pas le temps de se demander qui est notre petit vieux puisque l'un des protagonistes a une infection urinaire. Exposition efficace. Et en parlant d'exposition efficace... Ils roulent sur les cieux. Ils ont bousillé la suspension. Voilà, le machin qui vient de sortir du camion n'est pas seulement lourd. Il est tellement lourd qu'il a un effet que ce gardien n'avait jamais vu avant. Et on ne voit pas son visage. Ce personnage est monstrueux. Ça ne s'arrête pas là. Paul Edgecombe fait remarquer à Brutal que le détenu ne peut pas être plus grand que lui. On a donc l'information que Brutal est très grand. Tellement grand qu'il est sujet à raillerie de la part de ses collègues. Et regardez sa tête quand le détenu arrive. Il avance, il est tellement grand qu'il projette son ombre sur les autres condamnés. C'est l'information qu'on a à son sujet. Il est grand, il est lourd, c'est une montagne criminelle. Qu'est-ce qui vient briser cette image? Un plan. Oui, patron. Je sais parler.
D'abord une rotation verticale pour dévoiler un visage certes haut mais triste, et une réplique polie, aimable, simple, qui porte l'accent sur un élément central dans le film, la communication. Est-ce que tu sais parler? Oui patron, je sais parler. En plus de ça, on a la présentation de Percy Wetmore. Il se moque cruellement de Café, il arrête quand son supérieur l'engueule, il n'hésite pas à frapper un homme menotté et un homme derrière les barreaux pour se défouler. Percy est un homme qu'il faut pousser, un homme que tous ses collègues préfèrent loin. Bref, Percy Wetmore est un lâche, cruel et arrogant. D'ailleurs, les deux expositions se font en miroir. D'un côté, le grand noir muet qu'on invite à entrer, et de l'autre côté, le petit blanc hurleur qu'on oblige à sortir. Mais ils ont un point commun, ce sont deux enfants. L'un a peur de l'autorité, l'autre a peur du noir. Ce qui est ironique, puisque... il est... Ouais, non. S'ensuit une séquence de flashback. Paul lit le dossier de Café et apprend qu'on l'aurait retrouvé avec les corps violés et sans vie de deux jumelles disparues. J'ai rien pu faire, j'ai essayé, mais c'était trop tard. Mon salaud, t'es en état d'arrestation pour meurtre. Ouais, la justice était un tout petit peu moins pointue à l'époque. Surtout si t'étais noir. Yeah. Bonsoir, inspecteur Bonfou. Officier Quack. Je vous écoute, qu'est-ce qu'on a? Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas du joli à voir. Hein. Ok. Bon alors on a retrouvé le corps d'une jeune femme à peu près 18 ans, blonde, pas loin d'ici, dans la forêt. D'accord. Regardez l'état du cadavre. Oula, oui. Regardez. En juger l'état de la victime, il semble que l'agresseur l'ait forcément violée. Forcément. Regardez l'état de cet étang. Forcément violé. Ils sont au fripé. Il va faire froid. 5-10 degrés, pas plus. Oh boy. Les gonflades, monsieur. Pas con. Heureusement, nous avons un témoin oculaire. Et qu'est-ce qu'il a oculé? Arrêtez les blagues, monsieur, s'il vous Ah plaît. oui, pardon. Bien. Il est où, ce témoin? Monsieur. Je vous écoute, qu'est-ce que vous avez vu? Eh ben, le tueur, il a tué cette salope en plantant sa lame dure et froide dans son ventre tout tiède et tout fragile de passage de cul. Et après, il est parti. Il est parti. Par là-bas. Par là-bas? Par là-bas. Par là-bas. Très bien. Écoutez, monsieur, vous faites vraiment avancer l'affaire. Merci, maman. Officier? Oui. Autre chose? Rien à part une piste de pétales de maïs soufflé, mais ça ne nous amène à rien. Ce sont des serial killers. Edgecombe se fait interrompre par le directeur Moores qui nous parle de sa femme gravement malade et des relations de Percy qui le rendent intouchable, mais ce dernier prévoit de se faire muter. On découvre tour à tour la femme de Paul et Mr. Jingle, la souris présentée comme courageuse, qui fait beaucoup marrer les gardiens et la scène est drôle aussi d'ailleurs. Mais elle est aussi un peu magique cette souris. Elle rentre en pièce de confinement, donc une pièce où il est impossible de s'échapper, hein, c'est le but, et elle disparaît. Mr. Jingle est une apparition d'abord étrange, puis surnaturelle, une apparition qui échappe littéralement au protagoniste. C'est un indice pour la suite en ce qui concerne John Café, d'abord étrange, puis surnaturel. Il y en a un qui s'appelait pas. Et c'est là qu'on se rend compte que Percy n'est pas seulement lâche, cruel et protégé. Je vais lui arracher la tête à cette salope! Il est aussi An complètement asshole. cinglé. Ah ouais. Tu n'as plus nulle part où aller maintenant. Tu t'es bien battu. Maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais. Le gâteau. Je vois. Un dur à cuire. Parle, salope! Parle! Dis-moi où elles sont! Edgecombe engueule Percy en lui rappelant l'importance de la communication. Un homme sous tension risque à tout instant de déraper, de se faire du mal et de faire mal aux autres. C'est pour ça que notre boulot consiste à parler et non à hurler. S'ensuit l'exécution de Bitterbuck, le chef indien. Elle permet de montrer comment se passe une exécution habituellement. D'abord, répétition avec le vieux tout, une scène très drôle qui prépare plein de trucs pour la suite, mais je peux pas m'arrêter sur tous les détails. Puis on passe de la répétition à la vraie exécution, avec deux fondus enchaînés particulièrement classieux. Après ça, Delacroix, le prisonnier à qui Percy a pété 3 doigts au début du film, semble avoir dressé Mr. Jingle. Et étrangement, Percy est très avenant envers eux en apprenant cette nouvelle. J'ai une idée. Il faudrait une boîte de cigares, mais une grande, et on la garnirait de coton qu'on prendrait à l'infirmerie. Ouais. Ça, ce serait royal. Dans le livre, c'est justifié par le fait qu'il sait que le prochain exécuté Il est pas très gentil, celui-là. Just so you know. sera Delacroix. If you haven't watched the movie, I don't want to spoil it. But ce petit guard, he's an asshole.
qu'il pourra avoir sa revanche. Et dans le film, Percy n'a pas de revanche à avoir et il ne sait pas que le prochain exécuté sera Delacroix. Mais en fait, on s'en fout un peu. Le simple fait de voir Percy gentil suffit à salement crisper l'ambiance. Au moment où on commençait à l'oublier, nous avons une petite scène qui nous rappelle l'infection urinaire de Paul. Je suis pas sûr que ton urine soit aussi fluide quand tu as une infection, mais je me pose pas suffisamment la question pour chercher une réponse. On découvre William Wharton, manifestement dans un état de sédation avancée. Mais c'est une ruse, et une fois arrivé au bloc E, il attaque les gardiens. Évidemment, Percy ne réagit pas. Dean ne doit sa survie qu'à l'apparition héroïque de Brutal. Ce que je reprocherais à cette scène, c'est que dans le livre, William Wharton est vraiment présenté comme une menace. Quelqu'un de très dangereux, une espèce de petit John Café en termes d'importance dans le récit, c'est le diable en personne. Tandis que là, c'est juste un bouffon hors de contrôle. Nuisible, certes, mais pas spécialement dangereux. Une fois Wharton maîtrisé, tous accompagnent Dean à l'infirmerie, laissant Paul seul dans le bloc F, ce qui permet à John Café de lui toucher la bite. Il y a un moment, t'as la dalle. Mais non, c'est pour guérir Paul de son infection urinaire. Le temps qu'on gagnerait à l'hôpital. Bienvenue chez Médecins Express. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah j'ai un peu mal au ventre en fait. Oh merci, ça va beaucoup mieux. Ça vous fera 500 €. Vous verrez ça avec le secrétariat. Au suivant. Bonjour monsieur, je suis aveugle. Enlevez vos lunettes. Après que Paul découvre ses nouveaux super pouvoirs de faire pipi sans avoir mal et de coucher avec sa femme, il se rend au domicile de Hammersmith pour... Ah bah attendez, faut faire ça bien. Man, everybody was so young. Is this broken Knight Rider music? No. No. Hammersmith est un journaliste qui a enquêté sur l'affaire Café et qui est persuadé de sa culpabilité. Retour au bloc E et... Bah on continue dans ce que je trouve dommage par rapport au bouquin mais cohérent dans le film, c'est-à-dire que Willie Wharton est plus une nuisance qu'un danger. Il pisse sur les pieds de Harry et se fait enfermer en isolement. La scène est vraiment tournée comme une scène comique. T'as pissé sur moi. Puis, rebelote, il humilie Brutal Oh my god. Oh, I forgot about that. et refinit en isolement, là encore, clairement, une scène comique. Et finalement, c'est plutôt une bonne chose, c'est un film qui a un très sérieux besoin de comic relief. Bonjour les enfants. Aujourd'hui dans le laboratoire du professeur Van Gluckenspiel, le comic relief. On peut traduire un peu maladroitement Comic relief, hein? par soulagement comique. Il s'agit d'inclure un élément de comédie lors d'un moment de tension. Cet élément peut être une simple réplique, un personnage ou même une scène entière. La difficulté réside dans le fait de ne pas totalement couper le spectateur de l'ambiance du film. Parmi une myriade d'exemples très littéraux, nous pouvons citer Timon et Pumba dans Le Roi Lion ou plusieurs répliques dans Jurassic Park. Ce sera au programme de la visite. Après la course-poursuite avec le T-Rex. Et en effet, scène suivante, ils font croire à Delacroix que des gens importants veulent voir les tours de sa souris pendant qu'ils font la répétition de son exécution, avec Percy en première ligne. Et tout semble bien se passer comme si Percy devenait plus vivable quand on lui filait des responsabilités. Jusqu'à ce que... C'est comme une tragédie grecque. Tous les engrenages se mettent en branle, toute la machine infernale du destin est en marche et la descente aux enfers est inévitable. Les pions du destin sont un Delacroix heureux, un Percy lâche et orgueilleux, et un Wharton provocateur et imprévisible. Percy fait une blague à Delacroix qui finit mal. Donc un Percy orgueilleux tient à se faire pardonner de ce malentendu. Donc un Wharton imprévisible l'agrippe et le provoque en le menaçant de viol. Donc un Percy lâche se pisse dessus. Donc un Delacroix heureux rigole de Percy. Donc la descente aux enfers est inévitable. D'ailleurs la scène se termine par un fondu au noir très lourd de sens. Et comme Darabont est une petite ordure, il nous fait miroiter un dénouement possible. Brutal et Edgecombe font croire à Delacroix qu'après sa mort, ils enverront Mr. Jingle à Souris City, où il pourra faire des tours et, horreur, Percy l'écrase. Voilà, paiement dur, la mort de l'espoir, tout le monde est triste, sauf que Café ressuscite la souris devant les yeux de tous les gardiens, et Percy se fait engueuler. Schéma classique hollywoodien, le méchant a presque gagné, mais le gentil intervient à la dernière minute, le public pense avoir eu la revanche de Percy, et est content de le voir foirer. D'ailleurs, ça me fait penser que la dichotomie entre le bien et le mal est un peu sauvage dans ce film. Bonjour les enfants, ben dis donc, on se voit beaucoup aujourd'hui. Mais découvrons
ensemble dans le laboratoire du professeur Van Gluckenspiel la Ah merde! dichotomie. Ça vient du grec dichotomos, qui signifie couper en deux. La dichotomie, c'est exactement ça. Terme utilisé en rhétorique, Oh la la. You hear the background music? Might be copyrighted. en mathématiques, en astronomie, on l'emploie également dans le milieu culturel. Dans les œuvres de fiction, on a souvent recours à une dichotomie pour simplifier la grille de lecture du spectateur. On prend un tout que l'on divise en deux parties contraires. La plus courante étant évidemment les gentils et les méchants, l'Empire contre les rebelles dans Star Wars, l'industrialisation contre la nature dans Avatar, la coexistence contre la suprématie dans X-Men, etc. Fondu enchaîné comme pour Beat Wow. et là pour cette scène je vais héberger une analyse plan par plan de la séquence mais sur une autre vidéo afin que celle-ci ne dure pas 50 minutes. Version courte, Percy ne mouille pas l'éponge et Delacroix meurt brûlé vif après une interminable agonie. Pour la version longue, cliquez ici. Si vous ne voulez pas d'interruption, vous pouvez attendre la fin de la vidéo, je vous reproposerai de la regarder. Vous avez environ 8 secondes. Après le carnage, les gardiens décident de couvrir Percy en prétendant que c'est un accident et on découvre que Café a tout ressenti. On découvre ensuite, enfin, la femme de Almours, le directeur, qui a effectivement l'air rongé par la maladie. C'est là qu'Edgecombe a l'idée d'utiliser Café pour soigner Melinda. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai l'impression que j'ai un petit cancer. Mais tu as pensé à essayer Nescafé? Mais non. Qu'est-ce à dire que ceci? Mais c'est Un simple. petit cancer. Avec Nescafé, ta tumeur disparaît. En effet, je me sens beaucoup mieux. Merci Nescafé. Avec Nescafé, c'est toujours un succès, patron. Oh my goodness. Oui, donc niveau électricité, t'arrives à Non. t'en sortir. Ah, le frigo par exemple, Non. il marche pas. Mais alors du coup, pourquoi tu... J'adore le café. Edgecombe fomente donc avec Brutal, Harry et Dean l'évasion de Café. Étape numéro 1, droguer Wharton, le seul autre détenu. Étape numéro 2, enfermer Percy en isolement en lui faisant croire que c'est à cause de Delacroix. Et étape numéro 3, laisser Dean au bloc E pour les couvrir si quelqu'un débarque. Le plan se déroule sans accroc à un détail près. Wharton n'était pas suffisamment drogué et agrippe le bras de Café. C'était pas très malin. Mais d'une part il est con, et d'autre part il est drogué. Et d'autre part on soupçonne pas toujours les géants noirs d'avoir des pouvoirs magiques. Ils arrivent chez Moores et Café guérit Melinda. Mais cette fois, il garde le mal en lui. Les gardiens pensent que le mal était trop fort et que cette fois, il le tuera. Ils parviennent à revenir au bloc E, ils libèrent Percy. Vous allez m'enlever ça! Ouh, c'est très satisfaisant ça. Oui. Je remercie le gars du montage sonore d'avoir bien rendu la douleur de la claque. C'est fou comme ça fait du bien. Damn. He just got Chris rocked. Tu sais, t'as une mauvaise journée, tu rentres chez toi, tu fais un peu la gueule, bah petite vidéo de Percy qui se prend une tarte, ça passe crème. Ah, ça me fait regretter que les gifs animés aient pas de son. Mais Percy, en partant, refait la même erreur que plus tôt, passer trop près d'une cellule. Café lui transfère le mal et Percy va tuer Wharton avant de recracher lui-même le mal. Edgecombe va demander à Café pourquoi il a tué Wharton et Café lui montre par télépathie. D'ailleurs, les limites du pouvoir de Café ne sont jamais très clairement définies, à part déclencher un bruitage et de la musique à chaque fois qu'il touche brusquement quelqu'un. Ce qui doit être vite fait chiant. Bref, des ampoules explosent. J'avoue que je bug totalement sur l'interprétation des ampoules qui explosent. La première, c'est quand Café a guéri Paul. Ensuite, 2 ampoules ont explosé pendant l'exécution de Delacroix. Ensuite, une ampoule He did a spreadsheet on it. encore quand Wharton a attrapé le bras de John. Et maintenant, au moins une. Si quelqu'un a une interprétation, d'ailleurs, n'hésitez pas à partager. On revoit avec des flashbacks comment Wharton s'est introduit chez les Dédéric. C'est rigolo, d'ailleurs, on n'entend pas une seule fois leur nom dans le film. Et comment il a violé et tué les gamines en les manipulant. Et on réentend cette phrase qu'on avait entendue au début du film. Tu aimes ta sœur? Si tu fais du bruit, tu sais ce qui va se passer. C'est cette réplique, ce partage, cet instant qui empêche le vieux Paul Edgecombe de dormir des décennies plus tard. Tu aimes ta sœur? Si tu fais du bruit, tu sais ce qui va se passer. Tant mieux d'ailleurs parce que sinon ça aurait été un peu la loose. On va s'expliquer, Thomas. T'as pissé sur moi.
Bref, une personne horrible a fait quelque chose d'ignoble et c'est comme ça partout tout le temps et John Café ressent ça. Autrement dit, Café appelle la mort de ses voeux comme il le résume dans la plus belle tirade du film qui est aussi une tirade du bouquin. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient. Et pourquoi? Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. C'est comme si j'avais des bouts de verre dans ma tête tout le temps. Pas trop. Là, j'ai l'air de gérer, hein. Mais je peux vous dire qu'en regardant le film, on était tous les trois comme ça. Ouais. Par contre, l'idée que Café demande à voir un film, ça vient du film. Il regarde donc Le Danseur du Dessus et, au cas où le sous-texte biblique ait été trop subtil jusque-là, Darabont conclut avec un plan de Café avec une auréole et une réplique. Voilà, ça c'est des anges comme au paradis. Pour mon équilibre émotionnel, on va rusher la fin. Tous les gardiens pleurent pendant l'exécution de Café alors que ce dernier murmure la chanson du film qu'il vient de voir, chanson étant Heaven, I'm in Heaven, et que le public est ravi de le voir frire. L'exécution a lieu, toutes les ampoules explosent, ce qui a forcément un sens, et on retrouve un Edgecombe vieux, accompagné de Mr. Jingle condamné à vivre par John Café et à perdre un à un tous les gens qu'il aime et qui appelle la mort de ses vieux. Est-ce que c'est une histoire sur l'injustice et l'injustice? Est-ce que ça dénonce la peine de mort? Est-ce une lutte du bien contre le mal? Une œuvre contre le racisme? Un thriller policier? Une histoire d'amitié? Ou une histoire d'amour? La ligne verte, c'est tout ça, et bien plus. Mais ça reste une œuvre de fiction, et comme toutes les œuvres de fiction, elle ne peut pas être parfaite. Voilà donc 5 points positifs et 5 points négatifs sur la ligne verte, rangés par ordre d'importance. Numéro 10. Le vieil Edgecombe. Surtout, n'allez pas croire que je pense qu'il n'est pas convaincant dans ce rôle, il l'est. Au petit détail près qu'il ne ressemble pas à Tom Hanks. Le truc, c'est que ça ne nuit pas à la compréhension de l'histoire et que nos visages changent en vieillissant, alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'un point négatif? Ce qui m'a fait me décider à en parler, c'est qu'on apprend dans les bonus du Blu-ray qu'ils avaient fait des essais maquillage sur Tom Hanks qu'ils ont fini par abandonner. Franchement, je l'ai trouvé réussi et je trouve ça dommage de ne pas leur avoir donné une chance à l'écran. Numéro 9. Les anachronismes. I didn't know that. And you know what? Qu'ils ont fini par abandonner. Franchement, je l'ai trouvé Yeah, what's wrong with that? réussi et je trouve ça dommage de ne pas leur avoir donné une chance à l'écran. Numéro 9. Les anachronismes. Pareil, on pourrait débattre de si ça a une importance ou pas, mais on ne peut pas débattre de leur existence. En vrac, en 1935, l'État de Louisiane pendait encore ses condamnés à mort. La chaise électrique n'est arrivée que plus tard. Wild Bill fait semblant d'être sédaté, alors que la sédation n'existera pas avant les années 50. Delacroix lit une édition de Weird Tales qui n'est sortie qu'en novembre 1937. Certaines sont à mettre sur le compte de la traduction française. Il y a un grand Malabar qui t'arrache les oreilles, Percy. Les chewing-gums Malabar n'étant créés que dans les années 1950, avec leur mascotte qui forgera l'expression. Et pour les allergiques à la version française, l'expression gobbledygook a été inventée en 1944. Je serais du genre à dire qu'on regarde un film, pas un documentaire, et que quitte à être aussi pointilleux, on peut aussi faire remarquer qu'il n'y a pas de trace historique de l'exécution d'un John Café en 1935 en Louisiane. Mais, important ou pas, ces anachronismes sont là. Numéro 8. Les incohérences. Un peu plus gênant, on trouve quelques petites incohérences dans le film. Très peu. Par exemple, les réactions de Delacroix et Bitterbuck à leur exécution. Quand ton corps est soumis à une décharge électrique, tu n'es pas agité dans tous les sens, tous tes muscles se contractent. D'ailleurs, Delacroix aurait dû être dans l'incapacité de crier. Autre petit détail, ici Wharton a une ceinture. Alors je suis pas historien pénitentiaire, mais je dirais que même à cette époque, aucune prison ne devait tolérer que les détenus aient des ceintures. Pareil, on pourrait en débattre, mais étant donné le racisme du coin, Edgecombe a eu vachement de chance de pouvoir rencontrer Café. La cohérence aurait voulu qu'il soit abattu sur place par le père ou quelqu'un d'autre. Là encore, c'est très léger. Numéro 7. Sam Rockwell. Alors, il ne joue pas mal, à aucun moment je n'avais plus l'impression de voir William Wharton. Mais par rapport à la subtilité des jeux des autres acteurs, lui est un peu plus brut. Genre, là, le sourire, je suis pas sûr que c'était nécessaire. L'attaque était imminente de toute façon. Ça a un peu gâché l'effet de surprise, d'autant que le suspense avait déjà été amené par Café. Là, pareil, dans le flashback, ce sourire-là aurait pu être plus subtil. Il y a écrit sur sa tronche « J'aime violer des enfants », là. Et quand il menace les gamines, on a l'impression qu'il est désolé. Mais je pense que dans un autre contexte, avec d'autres acteurs, ce serait passé mieux. Mais on va y revenir. Numéro 6, la dichotomie.
Ça peut sembler bizarre de dire ça d'un film qui a pour thème la lutte du bien contre le mal, mais je trouve que la dichotomie est particulièrement sauvage dans ce film. Chaque personnage est soit gentil, soit méchant. C'est inscrit en lui, aucune demi-mesure. Heureusement, ils ont d'autres caractéristiques qui permettent d'éviter de sombrer dans le stéréotype, mais quand même, Willie Wharton et Percy Wetmore ne sont même pas un peu gentils, et Café Edgecombe Brutal... That reminds me of Bruce Willis played in a he didn't know he was like a almost like a superhero. He had superpowers. He could not be hurt. But he also had something where he was able to sense people and what they were doing. You remember what movie I'm talking about? He was in a train crash, and he was the only survivor, and he didn't even have a scratch. But anyway, he started to use his powers for the good. And I think if somebody just brushed up against him, he would feel that, well, like what that person was up to. Just like this. Just like what he's able to feel evil and good. The same with Bruce Willis. So Bruce Willis' movie is actually was stolen. The idea was stolen from this movie. I don't know. I'm just making shit up. I don't know. But I'm just guessing. Delacroix, Stanton et compagnie ne sont même pas un peu méchants. Le livre donne un peu plus d'importance à quelques personnages un peu plus gris, comme le journaliste Hammersmith, le député McGee, et certains personnages comme Delacroix ou toutes sont moins agréables. Par exemple, on sait pourquoi Delacroix est en prison. Il a cramé des gens, Delacroix. J'imagine que Frank Darabont ne voulait pas courir le risque que le spectateur pense que c'est bien fait pour sa gueule, ce qui lui arrive du coup. Numéro 5. La réalisation. Oh. Et oui, je ne vais pas m'étendre à nouveau sur les choix de cadre, sur la pertinence de la mise en scène, l'élégance des transitions, ce film est un chef-d'œuvre. Que ce soit les fondus enchaînés pour les exécutions symbolisant le temps qui passe implacablement, le passé filmé en une petite vingtaine d'images par seconde pour donner l'effet d'un rêve, l'arrivée de Café au bloc E et puis du sous-texte absolument partout, le sous-texte biblique évidemment, mais aussi un sous-texte freudien, le fait de filmer et de parler de la ligne verte comme si elle était un personnage à part entière, avec une espèce de pouvoir surnaturel, exactement comme l'Overlook dans Shining, mais ne digressons pas, la réalisation de ce film est magistrale et pourtant selon moi, c'est la moindre de ses qualités. Numéro 4, le casting. C'est pas mal le casting. Et je ne parle pas spécifiquement du jeu des acteurs, mais du choix des acteurs. Vous connaissez ce sentiment quand des acteurs sont tellement bien choisis que vous auriez du mal à imaginer qui que ce soit d'autre dans le rôle? Évidemment, Tom Hanks et Michael Clarke Duncan sont les premiers à venir à l'esprit, mais j'ai trouvé que David Morse faisait un parfait Brutal, Cromwell un parfait Moores, Doug Hutchison aussi, j'ai rarement eu autant envie de claquer un personnage. D'ailleurs, tiens, pour le plaisir. Allez m'enlever ça. C'est bon. Bonnie Hunt aussi est un excellent choix d'épouse aimante un peu anonyme des années 30. D'ailleurs, c'est amusant, mais Stephen King pensait à Tom Hanks dans le rôle d'Edgecombe avant même qu'on lui annonce que c'était une éventualité. Même le casting des voix françaises est excellent. En regardant le casting des voix françaises, on tombe évidemment sur Jean-Philippe Lumartin, qui est la voix française incontournable de Tom Hanks, mais aussi sur deux noms de deux comédiens pratiquement inconnus, les voix françaises parfaitement adaptées de Percy Wetmore et John Café, respectivement Martin Amick et Peter King. Tout ce qui s'est passé. Numéro 3, l'image. J'avais 2 défis dans ce 50-50, trouver 5 défauts au film et me limiter à ces 5 principales qualités. L'image me permet d'englober plusieurs choses. D'une part, la lumière. Le traitement de la lumière est à la fois magnifique et signifiant. La vie et la mort, le surnaturel, le châtiment, énormément de choses passent par le traitement de la lumière. Ensuite, la construction magistrale des cadres. Pour les amateurs de la règle des tiers, et on est nombreux à l'être sans le savoir, c'est clairement un festin. D'ailleurs, regardez, je vous montre plusieurs plans où le cadre est construit selon la règle des tiers. Il y a même quelques plans où ce sont des proportions du nombre d'or qui sont respectées. Ce plan par exemple de l'exécution de Delacroix en est un parfait exemple. Bref, les fanas de géométrie en ont eu plein les mirettes, mais ce n'est pas tout. Les effets spéciaux aussi sont brillants. Le film date de 99 et pourtant la plupart des effets spéciaux n'ont pas vieilli. 99 c'est aussi l'année de Matrix ou de Star Wars épisode 1. Des films qui se reposent beaucoup plus sur leurs effets spéciaux que La Ligne Verte certes, mais dont les effets visuels commencent à sérieusement dater. Bref, tout l'aspect esthétique pur de La Ligne Verte vaut clairement un ou plusieurs coups d'œil. Numéro 2. L'adaptation.
I never realized Links the Sun was so picky about the movies that he reviewed. I mean, he's really picky in this one, but he still gave it great reviews, so it's okay because it is a fantastic movie. It really is. But lighting and stuff like that, I would not even think of something like that. But yeah, it's important. He's right. Je vais être très honnête. Quand j'ai compris que j'allais sans doute faire une vidéo sur La Ligne Verte, je me suis dit que j'allais lire le livre et qu'avec un peu de chance, comme le Shining, ce serait un excellent film, mais une mauvaise adaptation, ce qui me donnera un point négatif facile à exploiter. Et me voilà à vous parler du livre dans ce que j'estime être la deuxième grande qualité du film. C'est une excellente adaptation. Les économies qui ont été faites par rapport à l'œuvre originale ont du sens. Les ajouts sont pertinents et ce qui est respecté l'est à un niveau de perfectionnisme que l'on peut rarement atteindre. Alors, vous allez me dire que d'une part, Stephen King se prête particulièrement bien à l'adaptation filmique et qu'en plus, il est plus facile de transposer une histoire que de transposer tout un univers, ce qu'ont fait la trilogie du Seigneur des Anneaux ou la saga Harry Potter. D'un côté, c'est vrai, et d'un autre côté, comment expliquer alors que les 68 adaptations de Stephen King à ce jour en film ou mini-série ne soient pas tous des chefs-d'œuvre ? C'est parce que je pense que ce n'est pas si simple que ça. La Ligne Verte est sans doute plus simple à adapter que le Silmarillion, la Divine Comédie ou la Bible, mais pas plus simple que les Tommyknockers ou Poste de nuit, que je n'ai pas vu, mais dont je sais qu'ils ont été boudés par le public et massacrés par la critique. La Ligne Verte est une très bonne adaptation, non seulement de l'œuvre originale, mais aussi de l'esprit de Stephen King. Le paranormal, la télépathie, les pulsions de bien et de mal, des personnages restés de grands enfants, l'individualité écrasée par le système, la religion bancale, on retrouve presque tout Stephen King dans ce seul film. Numéro 1, les acteurs. I thought he already went through that. Est-ce que c'est pas un peu gâché de parler des acteurs et du casting dans deux points séparés ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une grosse différence entre être taillé pour le rôle et le jouer à la perfection. Un exemple de bon casting et de mauvaise interprétation pour moi, ce serait George Clooney dans Batman et Robin. Cette personne a la tronche de Bruce Wayne, mais pas de chance, elle n'avait pas envie de jouer pendant le tournage. Un exemple de bonne interprétation dans de mauvais castings, ce serait Jack Nicholson dans Pour le pire et le meilleur. Il est excellent dans ce rôle, mais il y avait beaucoup d'acteurs nettement plus adaptés que Nicholson. Je rappelle une évidence vite fait, je ne détiens pas le savoir absolu, vous avez le droit de ne pas être d'accord et de donner vos propres exemples. Eh bien, là, dans La Ligne Verte, chaque acteur ou presque est bluffant. Entre Tom Hanks et Bonnie Hunt, qui ont pris quelques kilos pour ressembler à des messieurs-dames tout-le-monde de l'entre-deux-guerres, Duncan, aux yeux systématiquement embués de larmes, qui a arrêté de faire de la muscu avant le tournage pour là encore faire un peu plus réaliste, Hutchison, qui pleure de désespoir avec un visage parfaitement impassible, la béatitude sur le visage de Paul Edgecombe qui redécouvre le pipi sans douleur, brutal au point de rupture devant l'exécution de café, mais qui ne laisse rien paraître, Michael Jeter et son air totalement bené et inadapté. Je suis loin d'être un professionnel en art dramatique et je suis un aussi bon juge que vous pour discerner un bon acteur d'un mauvais acteur, mais pour moi, selon mes critères, le jeu des comédiens est le plus gros atout de ce film qui en compte beaucoup. Voilà, c'est tout pour La Ligne Verte. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et... Alors quoi, là je comprends pas. Score, he gave a score of 20. Mais 50 out of 50 is the title. Voilà, c'est tout pour La Ligne Verte. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à proposer un film pour le prochain 50-50. Et comme je n'ai apparemment... Ah, je comprends. OK, 50-50 is when he does... OK. So, j'espère 20 is the best you can get. That's all I'm going to say. I mean, he did have all the green... I assume there's 20? Wait. 20. Perfect score, right? Okay. Très clair dans la dernière vidéo, je vous propose un petit tuto pour vous expliquer comment proposer votre film. Bonjour David. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonsoir. Bonjour. Bien. David et Jérémy ont apprécié cet épisode. Oh oui alors. Vos gueules putain. David et Jérémy ont apprécié cet épisode et ils veulent à présent suggérer leur film favori. D'un côté, Jérémy est pressé et écrit un message à la va-vite dans les commentaires. D'un autre côté, David prend tout son temps et envoie un argumentaire à la fois sur la page Facebook de Link the Sun, en DM sur Twitter, par mail, bref, David prend son temps pour faire ça bien. Malheureusement,
David et Jérémy ne le savent pas, mais leur avis vaut autant que s'ils avaient écrit sur leur fesse droite. Oh ben non alors. Mais pourquoi donc voix off vindicative? Ta gueule, sac à merde, et laisse-moi t'expliquer. Sac à Vos voix ne merde. sont comptabilisées que si elles respectent ces 5 règles très simples. D'une part, faites votre demande dans les commentaires de cette vidéo. Pas dans les commentaires Facebook, pas sur Twitter, pas sur le dernier 50-50, pas dans ma boîte aux lettres, dans les commentaires YouTube de la vidéo. Règle numéro 2, les seules voix comptabilisées sont celles ayant la formulation précise hashtag 50-50 dans le commentaire. Ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, mais bien ceci. Règle numéro 3, donnez le titre en français. Et en français de France, pas québécois. Si le film n'a pas de titre français, alors donnez le titre sous lequel il a été distribué en France. Par exemple, si vous voulez voir un 50-50 sur le dernier volet de la saga Star Wars, évitez tout ça et mettez toutes les chances de votre côté en mettant ceci. Règle numéro 4, attention aux fautes de frappe. Quand les réponses sont dépouillées, je ne les lis pas une à une. Parce que vous êtes des milliers et ça pèterait vite les couilles, vous en conviendrez. Relisez-vous donc une fois, c'est pas si difficile. Règle numéro 5, toutes ces choses ne seront pas comptabilisées. Ça, c'est une série, ça, c'est une saga, ça, c'est un personnage, ça, c'est une compagnie, et ça, c'est un réalisateur. Ce que je vous demande, ce sont des films. Donc plutôt que d'écrire cela... He doesn't fool around, huh? He don't bullshit around. So listen, these are the rules, and this is how I'll pay attention. Écrivez ceci. Ainsi, vous êtes sûr que votre voix sera prise en compte. Dernière petite précision, en termes de voix, ces 4 messages ont exactement la même valeur, mais j'ai une très nette préférence pour ce genre de message. Maintenant que ça c'est fait, le thème du prochain 50-50. Mais si vous avez un peu d'esprit logique, vous l'avez deviné. Je vous ai demandé un film moyen. Je vous ai demandé un film dont il me serait très difficile de dire du mal. Donc maintenant, pour aller au bout de l'étendue du concept, je vous demande un film dont il me serait très difficile de dire du bien. Tous les pires navets de la création. L'étron le plus pâteux du cinéma. La déjection Oh my God. Are you kidding me right now? Come on, man. I'm going to think of it as soon as I hit play. Because it's already on the tip of my tongue. La plus nauséabonde du grand écran. C'est ça que je veux que vous me proposiez. Je veux un film aussi mauvais que La Ligne Verte est bon. Dans le... Oh là là, ben. Oh, it doesn't matter. I'm thinking he still does this. He retired. That's it. Il est fini. Alors, who cares? Prochain 50-50. But, ouais, who cares? On va parler du pire. Et c'est à vous de choisir. Oh, that's it, because after that it's copyrighted. Okay, très bien. Oh! Ouais, il devait faire froid. 5-10 degrés, pas plus. C'est une poupée gonflable, monsieur. Pas con. Oh là là. Very good. Very good. I still can't remember. But anyway, it doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. It's a great. You know what? I would watch this movie again. It's been that long, but it was so good. God, that's how you know, like, how good a movie is. You just don't forget it ever. Like, I don't know about you guys, but like, I know where I was, who I was with. I know exactly that night when Mike Tyson got knocked out. I remember that day like it was yesterday. You just don't forget, because something so incredible happened. You just don't forget. Something unbelievable happens, and it just goes in your brain and it stays there forever. And this is same with a movie. Like, you know, the greatest movies that are so good, you'll never forget, you know. I mean, I got movies that I love that I would never forget. Like, oh my God, it's still not on the tip of my tongue. It's so damn close. It's incredible. I mean, I could think of some really shitty movies too.
But anyway, the Green Mile was definitely, certainly one that's in my brain, is never going nowhere. Even if I smoke a lot, I'd still, nope. Somebody says Green Mile. Green Mile. Unbelievable movie. Like, that's it. You just remember. Okay? You just remember. But Links to Sun, woo, man. I didn't realize he was so anal. Do you have that saying in France? Very picky, very got to be perfection, you know. Everything's got to be in the right place, the format has to be like this, like this, like this. He probably takes 9 hours to do a video because he must just be like, no, I didn't like that. Take it out. I think we'll redo it. Well, let's do it. Let's do something else. Let's just keep redoing the video until I'm satisfied. You know, I bet you he's that picky. And that's probably why he was like, you know what? I'm going to step away because my entire life is consumed by YouTube. He's too much of a perfectionist. But good points, excellent points, actually. But no matter what he said, it wouldn't matter for me because this movie is fantastic. I would have just lost my mind if he said, oh, it's okay, it was all right, I found a lot of things that were wrong. I would have been pissed off, but it's okay. It would have been his opinion. And we know what it's like when other people have bad opinions and we watch them. On juge 50 sous. And then you're like, this is wrong one. This first row. What? Fourth row. 4. That's a 1. And you're 4. I love you. It would have been the same thing. What? Links to Sun doesn't like Green Mile. Are you fucking crazy? What? But that's okay. It's okay. His opinion. Take care. Peace out. À la prochaine.